Bonjour. 20e siècle, la critique. Charles Moron. La psychocritique. Dès les premières pages, Charles Moron affirme avec force ses propres positions face à celles des autres exégètes afin de mettre en valeur cet élargissement que représente selon lui la psychocritique. La tentative de Sartre emprunte à la psychanalyse un nom et un schéma, celui de la réception des rêves, des attitudes, des actes comme conséquence d'une fixation ou d'un trauma original, jouant le rôle de destin. Infiniment plus souple, Georges Boulet, J. P. Richard, Jean Starobinski opèrent des coupes selon des plans choisis avec soin pour révéler, dans l'œuvre étudiée, des aspects imprévus et significatifs. Cependant, leurs thèmes appartiennent à la pensée consciente. Ils sont catégories, formes, concepts ou qualités, temps, cercle, profondeur, transparence. L'appartement aux façons de penser psychanalytiques est plus ou moins sensible, mais la science elle-même demeure absente ou inavouée. Les processus inconscients sont ignorés en tant que tels et l'ambiguïté s'établit. La psychocritique voudrait éviter ces confusions. Elle est d'accord avec la critique thématique pour penser que des choses très intéressantes se passent chez un écrivain sur la ligne où s'ajustent les processus conscients et inconscients. Mais pour les comprendre, elle croit indispensable d'explorer une certaine profondeur de l'interland inconscient. Or, nous savons qu'on n'y aboutit pas sans une technique particulière et une science qui la guide. C'était un extrait des métaphores obsédantes au mythe personnel. Jean-Paul Weber. Dans le domaine poétique, la recherche des thèmes met parfois l'accent sur leur caractère obsessionnel. Ainsi, dans La jeunesse de l'œuvre poétique, 1960, Les domaines thématiques, 1963, Jean-Paul Weber a-t-il été frappé chez Vigny par la présence constante de l'horloge, chez Victor Hugo par celle de la tour, de la basse-fosse et du ciel embrasé, chez Verlaine par la statue écaillée au fond d'un jardin ou par l'arbre chez Claudel. Maurice Blanchot. Maurice Blanchot, né en 1907, occupe dans la nouvelle critique une place à la fois rayonnante et secrète. Après des ouvrages narratifs, notamment Thomas l'Obscur, 1941, il posera, dès 1942, la question: comment la littérature est-elle possible? Plus tard, dans le livre à venir, 1959, il étudiera, à la suite de Roland Barthes, les problèmes du style et de l'écriture, et dans La part du feu, il analysera les rapports de l'auteur et du lecteur. L'écrivain, par exemple, voudrait partager la perfection de la chose écrite en la tenant aussi éloignée que possible de la vraie vie, de la vie extérieure. Mais alors, où commence, où finit l'œuvre? Autre solution. L'auteur n'a plus qu'un but, écrire pour le lecteur et se confondre avec lui. Tentative sans espoir, car le lecteur ne veut pas d'une œuvre écrite pour lui, il veut justement une œuvre étrangère, où il découvre quelque chose d'inconnu, une qualité différente, un esprit séparé qui puisse se transformer et qu'il peut transformer en soi. En 1963, l'essai intitulé Lautréamont et Sade ap- ap- approfondira la composition de l'œuvre, qui non seulement se sera servi de l'esprit, mais l'aura atteignit vraiment, l'aura servi. Pardon. Toutefois, c'est déjà en 1955 que, dans l'esprit littéraire, Maurice Blanchot atteignit vraiment aux grandes profondeurs. Philosophes et poètes y sont essentiellement présents, au cœur même d'une sorte de solitude créatrice dont témoignent ces lignes de Novalis, évoquées dans la partie centrale de l'ouvrage. Nous rêvons de voyager à travers l'éternité et en nous avec ces mondes. C'est également dans l'espace littéraire que Maurice Blanchot a formulé de la façon la plus significative l'essence complexe de l'œuvre littéraire. L'œuvre n'est œuvre que si elle est l'unité déchirée de toujours en lutte et jamais apaisée, et elle n'est cette intimité déchirée que si elle se fait lumière que de par l'obscur épanouissement de ceux qui demeurent renfermés. Je vous lirai la suite en 4 jours. Au revoir.